Une faille de sécurité critique qui ne peut pas être corrigée vient d'être révélée sur les cartes Tangem. Je vous explique tout ça. Et on va aussi parler de qui a découvert cette carte, parce que c'est un concurrent de Tangem, et du coup on va essayer justement d'y voir plus clair. On va parler de ça et de plein d'autres choses. Je vais vous parler de Circle, de Ripple qui a pensé à fermer sa société, la société Ripple entière. On va parler aussi de Uniswap. Je vais vous parler de protocole de DeFi, on va parler d'Hyperliquide, on va parler de Morpho, on va parler de Sky. Bref, j'ai plein de choses à vous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Commençons par le cours des crypto-monnaies. Un BTC à 63 000 $, moins 1,3%. Ethereum 1780, moins 1%. Donc la plupart des crypto-monnaies en baisse aujourd'hui. On va parler des actus juste avant, je vous rappelle. 25 € offerts sur Bitvavo, l'exchange crypto partenaire de la chaîne, l'exchange européen. Vous avez le lien de la description pour en profiter. Exchange qui a l'agrément MiCAR. Vous avez plus de 400 crypto-monnaies, 0,25% de frais sur les paires euros, 0,05 sur les paires USDC. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez une plateforme, une deuxième plateforme, vous avez le lien dans la description. Parlons de Tangem. Vous connaissez sûrement les wallets Tangem. On en parle beaucoup. C'est ces cartes en fait très simples. Tangem, ils sont un peu marketés dans la simplicité par rapport à Ledger. Sur Tangem, vous n'avez pas besoin d'avoir de site fraise. Sur Ledger, c'est pas le cas. Et une faille a été trouvée sur les wallets Tangem. La faille en question a été trouvée par le donjon, qui est le laboratoire cybersécurité, on va dire, de Ledger, donc un concurrent de Tangem. Et justement, on va essayer d'y voir plus clair. On a Charles Guémet, qui est le CTO de Ledger, qui nous explique un peu tout ça. Il a dit en fait qu'avec une simple impulsion laser, donc imaginez un laser de laboratoire, hein, donc c'est pas quelque chose accessible facilement. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble le setup. Un simple laser de laboratoire en ouvrant la carte Tangem. Vous voyez, il faut vraiment du laboratoire, enfin, du matériel très très poussé. Et ben une simple pulsion précise à un endroit précis de la carte permet vraiment de casser la sécurité de la carte Tangem. Et ça permet de redéfinir le mot de passe de la carte pour pouvoir justement dépenser les crypto-monnaies sur la carte, l'ensemble de la carte. Donc vraiment, ça revient à casser la sécurité totale de cette carte Tangem. Alors bien sûr, il y a des prérequis qui sont assez importants. Selon même Ledger, il faut des équipements de laboratoire, des lasers, etc. Et l'ensemble, ça coûte à peu près 250 000 $. Il faut vraiment être expert pour pouvoir faire ce type de choses. Donc au final, c'est ça, c'est juste une faille de sécurité qui permet de casser les cartes Tangem. Elle a été trouvée le 10 février 2026 par les équipes de Ledger qui ont remonté ça à Tangem. Mais il y a quelque chose que vous savez peut-être pas sur Tangem, qui est des fois une bonne chose, des fois une mauvaise chose, c'est que le firmware ne peut pas être mis à jour des cartes Tangem. On n'a pas de mise à jour des cartes. Les cartes, une fois qu'elles sont sorties, qu'elles sont publiques, qu'elles sont achetées, elles ne peuvent plus être mises à jour. C'est une bonne chose dans le sens où on se dit, Tangem ne peut pas les mettre à jour et du coup ne peut pas introduire de vulnérabilité plus tard, ce qui est bien. L'immuabilité, moi j'aime ça dans les smart contracts par exemple. Mais au niveau des wallets, ça veut dire que quand il y a des failles de sécurité sur les cartes, ça ne peut pas être corrigé. Donc Tangem n'a pas les moyens de corriger cette faille de sécurité. Encore une fois, ça a été trouvé par un concurrent de Tangem, mais au final, la faille de sécurité et comment c'est décrit, n'importe qui peut vérifier les choses, et Tangem ne nie pas l'existence de la faille. Mais regardez ce qu'ils disent. Ils ont fait un post pour essayer de rassurer les gens. Et ils ont bien sûr dit que ça a été trouvé par un concurrent, etc., pour un peu minimiser les choses. Mais là où je suis un peu moins d'accord, ils ont dit, au final, il faut avoir des équipements très poussés. La personne met ça en doute, mais ils ont essayé de minimiser les choses en disant, mais écoutez, il faut avoir déjà perdu sa carte. Il faut que quelqu'un ait accès à des équipements de laboratoire très précis. Il faut qu'il ait accès à un spécialiste qui sait manipuler ce type de choses. Et il faut trouver vraiment les bonnes personnes et les forcer à casser cette carte. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment impossible parce que ça serait criminel de faire ça. Mais vous savez qui aurait envie de casser les cartes crypto? Ça serait des criminels, ça serait des groupes criminels. Et pour moi, c'est ça le risque actuellement. C'est, vous savez, avec toutes ces fuites de données en France, tous ces piratages et qui ont entraîné des fuites de données des holders crypto. On pourrait imaginer des groupes criminels qui justement ciblent des wallets uniquement élevés ou des personnes qui ont des wallets élevés et qui vont justement aller les voir et
voler les cartes et essayer de casser tout ça avec des équipements très poussés. Je suis d'accord, 250 000 $ c'est beaucoup, mais voilà, on peut imaginer un business model criminel où ils font un investissement, un coût initial de 250K, voire même plus, voire 1 million de dollars pour aller cibler des personnes qui ont des dizaines de millions de dollars et plus. C'est pas déconnant. Alors bien sûr, c'est pas votre voisin qui va vous voler votre carte et qui va vous prendre l'argent, mais on est sur quelque chose de plus important. Des groupes criminels, encore une fois, qui ont des accès très 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 élevés en ressources. Et ça, c'est pour commencer, on est à 250 000 $, mais on peut imaginer une réduction des coûts pour faire ce type de choses. Donc bon, moi, en tout cas, ça confirme un peu ce que je dis depuis un certain temps. Je trouve que le wallet le plus sécurisé, ça reste Ledger. Malgré toutes les choses qu'ils ont eues, malgré les piratages, je parle pas des piratages de Ledger, ils ont eu des piratages associés à leur base client énormément de fois, enfin, au moins 2 fois c'est arrivé. Ils ont eu aussi pas mal d'autres choses, des fonctionnalités qu'ils ont voulu rendre payantes sur les smart contracts, sur le signature de wallet multisig et un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais au final, d'un point de vue sécurité pure, le wallet Ledger, ça reste le meilleur, même si je suis pas en phase avec plein de choses au sein de la société Ledger. Mais le wallet Ledger, d'un point de vue physique, d'un point de vue cryptographie, ça reste le meilleur. Il y a encore potentiellement Trésor, mais voilà, Trésor, je vous avoue que j'ai pas étudié beaucoup plus que ça Trésor, mais je dirais que c'est similaire, mais comparé à des cartes tangem, comparé à d'autres types de choses, vous savez, j'ai vu les anneaux et d'autres choses, pour moi, c'est pas du tout le même niveau. Une autre raison qui fait que pour moi je mets Ledger et Trésor quasiment au niveau de la sécurité, c'est parce qu'ils ont chacun un écran sur lequel on peut vérifier les choses. Ce qui n'est pas le cas sur les cartes tangem. Sur les cartes tangem, vous reposez sur l'application mobile. Mais quand vous avez un piratage, quand vous avez quelque chose de très élevé, vous pouvez plus faire confiance à votre téléphone mobile, vous pouvez plus faire confiance à votre PC. C'est pour ça qu'avoir un équipement dédié sur lequel on peut vérifier les choses, c'est extrêmement important. Enfin bon, voilà ce que je veux dire. Donc ça reste pour moi numéro 1, Ledger. Trésor à étudier en détail. Je vous dis clairement les choses. J'ai pas étudié beaucoup plus que ça. J'ai pas eu la chance de tester un wallet Trésor, donc je vais pas me prononcer. Mais de ce que j'entends des spécialistes et ça reste du très bon niveau. Mais Tangem, pour des sommes, on va dire, je sais pas, je dirais, bah, du coup, en fait, on peut se fixer un seuil, en fait. On peut se dire, en dessous de 250 000 $, potentiellement, Tangem, ça suffit actuellement, vu ce qu'on connaît au niveau des failles de sécurité. Mais pour des choses en centaines de milliers, en millions de dollars, oui, pour moi, Tangem, ce n'est pas suffisant. Clairement, là, on l'a montré, on voit un coût clairement associé à un piratage de cartes Tangem. Quelqu'un qui a suffisamment d'argent et de temps peut casser n'importe quelle carte tangem. Donc voilà, je voulais vous informer parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Ensuite, on va parler de Circle, on va parler aussi de Quantique. On va commencer par Circle. Regardez, la société derrière l'USDC vient d'obtenir une licence bancaire aux États-Unis, pas pour devenir une banque en tant que telle, c'est-à-dire auprès d'une banque commerciale, mais plus pour pouvoir être régulée par les États-Unis et pouvoir au final héberger les dollars de la société Circle. Actuellement, Circle, il passe par d'autres banques, ils ont du trésor, etc. Mais là, c'est quelque chose qui fait que Circle est en train de se transformer en vraie entité bancaire. Et c'est une bonne chose et le marché a apprécié cette news. On a Circle qui était en hausse là de 5% suite à cette news. Ensuite, on va parler de Ripple. Ripple, avec des déclarations du président de Ripple et du cofondateur, qui nous dit en fait que en 2020, lorsque la SEC a porté plainte contre Ripple a failli fermer la société et redistribuer les jetons XRP au prorata aux actionnaires. Finalement, ils n'ont pas fait ça, ils ont lutté, ils sont allés vraiment se battre contre la SEC, ils ont dépensé dans les 150 millions de dollars sur 4 ans pour ce combat. Au final, il y a eu un accord au final, et voilà, ils s'en sont plutôt bien sortis. Mais ils ont failli vendre tout ça. Et pour moi, ça permet de réfléchir à la centralisation des jetons XRP détenus par la société Ripple. Je dis actuellement Ripple, c'est bien, ils ont accès à un certain nombre de jetons XRP qui reloquent. Chaque mois, ils en débloquent 1 milliard et ils reloquent une bonne partie. Mais là, imaginez qu'ils avaient redistribué au prorata les jetons XRP aux actionnaires. Rien ne nous dit que les actionnaires auraient fait la même chose.
Et du coup, on serait trouvé avec des actionnaires qui auraient une forte quantité de jetons XRP disponibles et qui auraient pu faire chuter le cours du jeton XRP. Donc c'est pour ça que je vous dis, la centralisation, c'est aussi dans ces cas de figure un peu extrêmes où ça peut avoir un impact très négatif. Il faut faire attention. Heureusement, ça s'est pas fait. Mais vous voyez un peu l'idée de pourquoi je vous dis, moi, ça m'a gêné ça me gêne encore que Ripple possède un peu trop, voire beaucoup trop de jetons XRP. Ensuite, on va parler de Uniswap. Uniswap, ils sont en train de réfléchir à activer les frais sur les pools V4, plutôt le fee switch, le partage de revenus sur les dernières pools V4. Actuellement, il est activé sur les pools V2 et V3, mais sur V4, c'est un peu plus compliqué. Et là, les gens ont un peu peur que ça fasse perdre des parts de marché à Uniswap. On a Aerodrome qui est en train d'arriver sur les blockchains où Uniswap opère. Et voilà, l'idée, c'est comment Uniswap va faire pour maintenir un fort volume sur ces pools malgré l'activation du fee switch. On peut le voir ici, le volume la TVL plutôt sur Uniswap, elle a quand même beaucoup baissé depuis 2021. Regardez, on était à 10 milliards de dollars en 2021. Là, on n'est plus qu'à 3 milliards de dollars. Donc voilà, ça commence à poser problème, c'est cette perte de TVL d'Uniswap. Alors bien sûr, il y a toujours du volume. Clairement, il y a du volume sur Uniswap. On le voit d'ailleurs sur la Robinhood Chain qui a été lancée dernièrement. Il y a beaucoup de volume. Et c'est plutôt pas mal. Mais voilà, en termes de revenus, combien d'argent va effectivement dans les poches des holders de jetons Uniswap? On est à 47 millions de dollars par an, le holders revenue. Comparé, je sais pas, on va comparer à l'un des meilleurs protocoles actuellement, Hyperliquid, on est à 821 millions de dollars. Et c'est ce qui explique aussi la différence de market cap entre Uniswap et Hyperliquid. Hyperliquid, on est à 14 milliards de market cap. Uniswap, on est à beaucoup moins. Uniswap, on est à 2,3 milliards, 2,2 milliards. Donc voilà, il faut clairement augmenter tout ça et c'est une bonne chose d'activer les fee switch parce que ça va venir apporter plus de revenus. Mais si au final, il y a moins de volume, ça va poser problème. Et c'est cet équilibre qui est difficile à atteindre par les protocoles de DeFi. Sur Morpho pour moi, c'est un protocole qui ressemble un peu à Uniswap dans le sens où pendant très longtemps, Uniswap n'avait pas le fee switch activé et ensuite ils l'ont activé. Morpho, c'est pareil, ils ont toujours pas de fee switch activé. Le partage de revenus n'est toujours pas activé sur Morpho. Et c'est ce qui leur permet de continuer de gagner des parts de marché. Regardez, je trouvais ce graphe très intéressant. La quantité d'USDC dans les divers protocoles de finance décentralisée, elle est plus importante maintenant sur Morpho que sur AVV3. Il y a eu clairement un dépassement de Morpho un dépassement d'AV par Morpho. Et bien sûr, c'est dû à la grosse chute, regardez ici, liée au piratage de KelpDAO. Je vous en ai beaucoup parlé. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté AV suite à ce piratage, qui est pas un piratage d'AV, qui est un piratage de Kelp, mais qui a eu des impacts sur AV. Et les gens réévaluent le niveau de sécurité de Morpho, de AV, et au final, on se dit, Morpho, AV, il y a quand même des risques quand on a plein de projets différents qui sont dans une même pool. Quand il y en a un qui casse, au final, c'est un impact sur tout le protocole. Morpho, c'est pas exactement comme ça. Pour le borrowing lending, c'est pas le cas. Quand vous voulez supply sur des vaults, oui, ça c'est le cas, tout est mis en commun. Mais si vous voulez juste emprunter, vous pouvez emprunter sur un marché précis et ne pas être exposé aux autres protocoles. Ensuite, on a Sky. Sky, je trouve ça assez hallucinant. Sky, c'est un très vieux protocole de DeFi. Ça s'appelait MakerDAO. Ça a été rebrandé en Sky. Et Sky, ça continue de générer énormément d'argent. Alors bien sûr, ça prend pas mal de risques. Ils sont allés sur d'autres choses, des RWA et autres choses, mais ça génère pas mal de chiffres d'affaires. Regardez, 419 millions de dollars de revenus en 2020. C'est-à-dire, au rythme actuel, ils vont atteindre les 419 millions de dollars de revenus. DeFi la main indique aussi un ordre de grandeur autour des 360 millions de dollars. Donc dans tous les cas, on a plusieurs centaines de millions de dollars de revenus. Donc c'est plutôt pas mal ce qui est en train de faire MakerDAO. Moi, je suis pas fan de MakerDAO. Pourquoi? De Sky maintenant, parce que il y a plein de jetons. À chaque fois, ils lancent des nouveaux jetons pour des sous-projets. Ils ont lancé le jeton Grove dernièrement. Grove, ils ont lancé plein d'autres choses. Le jeton Spark, le jeton Sky et encore le jeton MakerDAO, je crois qu'il existe. Enfin, vous voyez, il y a une multitude de jetons et j'aime pas les projets qui lancent plein de jetons différents parce que la valeur n'est pas centralisée sur un jeton. Elle est un peu dissoute au niveau de plein de jetons différents. Et du coup, je suis pas fan de ça et je préfère
un seul jeton fort au sein d'un écosystème, le Hype sur Hyperliquid, Uni sur Uniswap, j'imagine Morpho pour Morpho, mais quand il y a plein de protocoles différents, je suis pas fan. Plein de jetons différents, je suis pas fan. Aave, par exemple, voulait lancer un jeton à part pour Horizon, la communauté a décidé que non, mais voilà, l'équipe derrière Labs voulait lancer un jeton spécifique pour Horizon, finalement, ça ne s'était pas fait. Et pour finir, je voulais vous parler de risque quantique sur le BTC. Et j'ai trouvé ce post très intéressant où on a Satoshi qui parle du sujet quantique en 2010. Il dit en fait, c'est pas grave. Si, bien sûr, si le risque quantique vient d'un coup, ça sera trop tard et on sera mort. Et voilà, il n'y a pas le choix. Si du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui a un PC quantique qui peut casser toutes les clés cryptographiques, oui, c'est scénario catastrophe. Mais si ça se fait petit à petit, et là on est dans la phase, je pense, où on est en train de voir que c'est en train de se faire petit à petit, on a des avancées chaque 6 mois, on a une avancée technique majeure, donc on peut voir les choses, on peut anticiper les choses, et d'ici ça se fait petit à petit, ben, on aura le temps de mettre à jour les logiciels, et lorsque le logiciel sera à jour, par exemple prenez un logiciel à jour quantique, post-quantique, qui pourra tout simplement vous créez des nouvelles adresses et renvoyer les fonds depuis votre adresse qui n'est pas résistante au quantique vers votre adresse qui est résistante au quantique. Et ça peut se faire de manière assez transparente. Et ça, c'est vrai. Mais pour moi, le problème, c'est qu'on n'en est pas encore là. Côté BTC, ils parlent pas encore de ça. Et on parle pas des implications associées au risque quantique. On l'a vu, la taille des transactions explose. Ça va réduire la capacité du réseau. C'est assez catastrophique en termes de performance sur le réseau. Donc, il y a plein d'autres considérations qu'il faudrait commencer à discuter maintenant. Mais malheureusement, le réseau Bitcoin ne discute pas de ça actuellement. Enfin, les développeurs BTC, ils se disent, je pense qu'ils ont encore suffisamment de temps alors que les échéances, pour moi, on est à 2029, 2030 selon les spécialistes du sujet. Donc voilà ce que je veux dire sur le sujet. Si vous voulez creuser les sujets DeFi, n'hésitez pas, j'offre un accompagnement personnalisé sur le sujet. Si vous avez un capital assez conséquent, vous voulez vous intéresser à la DeFi et comment faire fructifier vos cryptos, ben vous avez le lien dans la description. Et si vous cherchez une plateforme, je vous rappelle, Bitvavo, le lien dans la description, 25 € offerts. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la suite. Ciao, ciao.